prochaine présentation, vous êtes peut-être déjà au courant qu'en fait, il y a eu des actualités dans l'écosystème neuchâtelois. La Banque cantonale a fait les titres dans les journaux. On s'est dit cette année, c'était vraiment peut-être l'occasion de faire le point sur cet écosystème qui s'est constitué dans le canton, qui est victime de son succès, je dirais. Et c'est l'occasion aussi pour ceux qui ne sont pas de Neuchâtel de découvrir en fait ce qu'on a construit ici, mais aussi pour les Neuchâtelois d'entrer en discussion ensemble pour réfléchir à quoi pourra ressembler l'écosystème Bitcoin à Neuchâtel ces prochaines années. Et pour cela, je vais donner la parole à Nicolas Vradis et à Sedat Adiaman. Non, désolé, j'ai toujours du mal pour ton famille. Tu le diras très bien. Le gars du coworking. Ouais. Le gars du coworking, qui vont vous présenter un petit peu cet écosystème, comment il s'est construit pour Nicolas, et ensuite peut-être des perspectives un peu d'avenir avec Sedat. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes bien remis de la soirée d'hier? C'est des petits oui. Hein. Bien, je vais vous faire une petite rétrospective en fait de l'écosystème neuchâtelois, ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Commencez peut-être juste par me présenter. Donc moi, c'est Nicolas Vradis. Je travaille comme business manager au service de l'économie du canton de Neuchâtel. Mon travail principal est d'aider des sociétés étrangères à venir s'installer dans le canton, avec un background technique, donc d'ingénieur à la base. Après, j'ai fait un IMBA. Et j'ai, sous l'impulsion de certaines personnes de l'écosystème, j'ai fait encore le master en digital currency à l'université de Nicosie, où grâce à toutes les personnes que je côtoie depuis des années, le côté technique n'était pas super complexe. Par contre, j'ai appris énormément de choses sur le domaine bancaire, et puis c'est vrai que quand on voit au niveau international comment ça fonctionne, ça fait un petit peu peur. Donc je suis content d'être sur cette voie-là. On m'a déjà plusieurs fois on m'a dit un geek au service de l'économie, parce que voilà, je suis un peu celui qui touche un petit peu à tout, qui s'intéresse à beaucoup de choses, peut-être des fois beaucoup trop de choses. Et puis, c'est ce qui fait que du côté étatique, on a poussé sur cette voie-là. L'un des paradigmes du Bitcoin, c'est depuis un peu les débuts, c'est que c'est très difficile d'attirer les gens à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Les gens vont toujours regarder la valeur que ça a. Je pense que dans toutes vos familles, quand vous discutez avec des gens, c'est toujours « Ah, il a combien ? Il a combien ?» Mais peu de gens s'intéressent à la tech. Donc s'il y a déjà des gens qui ne sont pas trop dans le domaine et qui sont là aujourd'hui, je tiens à vous dire bravo, parce que c'est déjà un premier pas. Il y a énormément de gens très intéressants ici, donc je vous appelle à discuter, échanger, parce qu'on peut apprendre énormément de choses. En 2014, il s'est passé ce que moi j'appelle l'alignement planétaire, le grand alignement. Donc il y a un geek qui est arrivé au service de l'économie fin 2013, et puis tout d'un coup, on a Alexis, et je crois qu'il y avait Diane avec aussi, qui sont arrivés dans les bureaux parce qu'ils disaient, voilà, nous on a des problématiques, on a créé une boîte et puis en fait on aimerait ouvrir un compte en banque. Et on a fait, je me souviens encore, on a fait une grande banque suisse, on est allé, le responsable clientèle était fan, il a dit, ah mais c'est génial, c'est cool et tout ça. Et puis on prend rendez-vous la semaine d'après et puis Alexis est dans le train. Et je reçois un téléphone de la banque qui dit « J'ai mis toutes les informations dans le système, Zurich a appelé, ils ont dit « Niet, on fera rien ». Donc on s'est retrouvé un tout petit peu, un peu mal à l'aise avec ça. Et moi, je fais partie des gens qui lâchent rien. C'est-à-dire que quand on a décidé de faire quelque chose, on y va et on trouve des solutions. Et du coup, cette année-là, il y avait donc BT qui avait son besoin. On avait des gens chez les Axe Avocats qui avaient déjà commencé à travailler un tout petit peu sur la régulation autour du Bitcoin et des crypto-monnaies et les technologies de registre distribué, comme on les appelle en Suisse.
Moi, au service de l'économie qui comprenait la technique, je voyais comment ça marche. On avait un chef de département, donc pour les Français, un ministre de l'économie pour le canton, qui était aussi ingénieur ICT, qui comprenait que ce n'était pas de l'argent magique, ce n'était pas des trucs qui étaient créés comme ça, qui avait vraiment cette question de preuve de travail. On avait été discuter avec Alexis, avec lui. Et surtout, qui avait cette volonté de dire, en Suisse, en fait, si les choses ne sont pas interdites, vous avez le droit de le faire. Hein, contrairement à d'autres pays, on vous dit « Oh, il n'y a pas de loi pour ça, donc c'est interdit ». En Suisse, il y a la loi, et puis si ce n'est pas inscrit dans la loi, bah, vous pouvez le faire jusqu'au moment où ça commence à être régulé. Donc il a dit « Go, on va aller discuter avec la Banque cantonale », et il a gentiment invité la Banque cantonale à permettre à BT d'ouvrir ses comptes courants. Donc, et on avait la chance avec les avocats qui disaient « Mais vous avez des craintes, mais en fait, ils respectent toute la loi, la FINMA, la régulation et tout ça ». Et on avait cette chance-là aussi, c'est que la Suisse très vite s'est positionnée là-dessus, ce qui fait que ça nous a permis d'avancer et de déclencher. Et tous ces acteurs-là ont ouvert les portes pour que ça soit possible. Un petit récapitulatif des grands moments, enfin, je vais dire, février 2014, c'est l'arrivée de BT, discussion, c'était vu un tout petit peu avant. Je l'ai mis exprès parce que c'était un truc... sachez qu'en 2016, les CFF, donc les chemins de fer fédéraux suisses, ont mis en place dans leurs appareils de distribution de tickets la possibilité de charger un wallet en Bitcoin. La blague, c'est qu'une année et demie, 2 ans avant, on en discutait au CERF, je me souviendrai encore, c'est pendant l'hiver, et parce qu'il y a la problématique de distribuer les ATM en Suisse, c'était compliqué, ça coûtait cher et tout, puis à un moment donné, après quelques bières, on a dit, en fait, finalement, si je peux recharger mon téléphone à une borne des CFF, pourquoi je ne pourrais pas recharger un wallet crypto? BT a été les voir 1 ou 2 fois. Puis malheureusement, les CFF ont dit, mais c'est gentil les gars, mais on va le faire tout seul. On était peut-être trop naïfs à l'époque ou trop gentils. Et ils ont fait quelques erreurs parce qu'il y a quelques petites choses réglementaires à faire. Mais sachez que depuis 2016, la Suisse était le pays qui a le plus grand nombre d'ATM où on pouvait acheter du Bitcoin, parce qu'il y en a dans chaque gare. Et des gares, on en a beaucoup en Suisse. Ensuite, 2017-2018, on a réussi, avec l'aide du registre du commerce, pendant les MBA, j'avais appris qu'en Suisse, on peut créer des sociétés avec un apport en nature. On a été voir le registre du commerce et on a discuté avec lui, toujours dans le but, et ça c'est, je pense, une force à Neuchâtel, on essaye toujours de faire les choses justes. Est-ce qu'on peut aller là? C'est pas interdit, on essaye et on fait surtout en sorte qu'on ne puisse pas se venir reprocher qu'on a fait des choses qui peuvent être répréhensibles par la suite. Et on a ouvert les premières sociétés avec des apports en crypto, donc sans ouverture de compte bancaire. En Suisse, c'est possible. On en a fait une première avec des Ethers et une deuxième avec du Bitcoin. Pardon, excuse-moi, d'abord avec du Bitcoin et ensuite avec des Ethers. Et on a ouvert une voie. Et bien sûr, on a fait les choses justes et on a vu que dans d'autres cantons, de temps en temps, c'est un peu de la foire à la saucisse, on fait ça avec un peu n'importe quoi, des NFT et tout ça, mais on essaie toujours de montrer la voie et de le faire les choses justes à Neuchâtel. Ensuite, 2020, respectivement, l'université de Neuchâtel avec son département de droit, le Lextech Institute, s'est formé et a fait des études universitaires, de recherche académique dans le monde crypto, notamment sur les DAO et les smart contracts, qui font un peu référence dans ce domaine-là. Et de l'autre côté, l'école de gestion, la HESSO, donc c'est les autres écoles spécialisées en Suisse, a commencé à faire des formations pour les IMBA et de manière aussi spécifique, des cours sur comment comprendre la blockchain, les crypto-monnaies. Toujours avec cette petite idée, mais ça c'est très neuchâtelois, de commencer à apprendre aux gens comment fonctionne Bitcoin avant de partir sur le reste. Parce qu'on voit trop de gens qui rentrent par d'autres voies et qui ont après un prisme de lecture sur Bitcoin qui n'est pas juste. 2020, donc 2023, le canton de Neuchâtel a rejoint la Swiss Blockchain Federation parce que c'est une fédération qui fait pas mal de lobby à Berne aussi pour le côté régulatoire et qui pousse vraiment nos élus au niveau de la confédération à pousser puis à avancer sur ces réglementations-là. Donc ça, c'est un grand pas aussi. Et vous le verrez tout à l'heure, donc techniquement, d'ici 2025,
mi-2025, on aura l'ouverture du centre CBN qui sera expliqué un peu plus en détail par ces dates. Neuchâtel, c'est un écosystème qui se veut résilient, donc tenir dans le temps. Donc, il s'est beaucoup étoffé ces dernières années. On a énormément de catégories et typologies de sociétés, principalement du développement d'infrastructures blockchain, des sociétés qui font du développement de services et produits en lien avec ces technologies-là, des agents de change, qu'on fait beaucoup parler d'eux depuis le début d'année, parce qu'il y a les problématiques en fait, sur les volumes qui fait que si les organismes bancaires ne s'adaptent pas et n'optimisent pas les processus internes, ça devient quand même très très compliqué. Services financiers, OTC, trading, on a aussi tout ce qui est sécurisation d'infrastructures blockchain. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Dans les médias, on parle de minage, mais à la base, le travail du mineur, c'est de sécuriser l'infrastructure, c'est de faire en sorte qu'elle fonctionne dans le temps, et après chaque bloc, c'est plus compliqué d'aller changer les blocs précédents. En tout cas, ça coûte très cher. On a aussi des sociétés qui sont dans les médias, qui ont des chaînes YouTube, qui sont sur plusieurs médias sur le net. Développement de jeux de blockchain, là aussi, il y a du bon, il y a du moins bon, mais ici, il y a des projets qui sont assez intéressants et puis qui peuvent permettre des trucs qu'on verra par la suite dans quelques années quand ça sort. Création de collections NFT aussi. Et le NFT, pour beaucoup de gens, c'est juste des images. Moi, ce qui m'intéresse sur le NFT, c'est les caractéristiques qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on peut en faire après sur plusieurs plateformes. Et services stratégiques, donc ça, il ne faut pas les oublier, parce que tout ça, c'est super important. Ça fonctionne avec les gens qui sont en connexion avec, on va dire, le monde réel de la société, des avocats, des comptables, des fiduciaires et des banques. Voilà un petit aperçu des sociétés qu'on a ici. Donc, on a fait un gros travail de recensement aujourd'hui. On a plus de 90 sociétés qui travaillent dans le domaine, de près ou de loin. Et des partenaires locaux aussi qui travaillent de près ou de loin dans ce domaine-là et qui font un peu de travail. Donc le CSEM, l'université, j'en ai parlé, Microcity, qui est aussi un incubateur pour les industries. Donc Neuchâtel a 300 ans d'histoire horlogère, très forte industrie micromécanique, et certains projets peuvent aussi profiter de leur infrastructure. Les axes avocats, on en a parlé, la BCN, et le coworking Neuchâtel, qui, malgré lui, s'est retrouvé avec une invasion de personnes dans le domaine qui cherchent des bureaux. Ça peut être simplement un bureau fermé ou bien une place libre dans un open space. Et qui fait que ces gens-là, comme ils sont un peu tous ensemble, ça leur permet aussi d'avancer ensemble. Petit placement de produits. Donc, le canton de Neuchâtel a mis en place, avec son service de l'économie, l'Industrial Smart Map. Donc ça, c'est un outil en fait avec un partenaire local. Ils ont développé une IA en fait qui va parser tout le registre du commerce, prendre le nom de toutes les sociétés, les adresses et tout ça, et aller siphonner le web pour rechercher des informations sur ces sociétés pour les catégoriser. Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, pour la blockchain, il n'y a pas grand-chose, mais ça vient gentiment. Donc j'invite aussi, si jamais il y a des retours de gens qui ont leur société dans le canton, qui ne se trouvent pas là-dessus, de voir s'ils peuvent mieux référencer, mettre plus d'informations sur leur site, ou simplement nous contacter pour qu'on arrive à bouger un tout petit peu cette IA apprenante, à les mettre dessus. C'est utilisé dans plein d'autres domaines, mais ça peut aider tout d'un coup si vous êtes à la recherche de certaines compétences, notamment industrielles, dans le canton. L'écosystème, donc on a mis en place ces dernières années, enfin depuis le début, mais il s'est modernisé, on l'a customisé, en fait un processus de lending. C'est-à-dire qu'avec le service de l'économie, quand un projet arrive, on essaye de le prendre en charge, on va déjà un tout petit peu le passer au tamis, parce que je ne vous cache pas qu'en fonction de la bulle, on a beaucoup de gens avec des bonnes idées qui viennent pour essayer de vite monter un scam et puis partir. Après, on a aussi des gens qui font des fois des scams malgré eux, ils ne savent pas. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on les fait passer à travers ce filtre-là, que ce soit le légal, que ce soit la technique, pour tenter en fait simplement d'aider la société à s'établir correctement. On préfère souvent prendre un peu le temps, parce que des projets qui veulent se faire trop vite, en généralement, ça fait un peu les étoiles filantes, ça passe. Et nous, on est plutôt là pour construire pour durer. Donc, on fait passer à peu près dans ce filtre-là les entreprises.
avec à un moment donné la création, ensuite il y a le démarrage opérationnel, hein, il y a des fois des questions de permis, il y a des questions de permis de résidence pour les gens qui viennent travailler, toutes ces choses-là, avec vers la fin ce suivi continu, on voit les gens, on répond aux demandes quand il y en a. Effectivement, plus il y a de sociétés, plus on a de demandes. Mais en général aussi, l'écosystème se réunit à peu près tous les jeudis soirs avec un petit meet-up. Et puis ensuite, on va faire nos fameux beer to beer, discuter dans un bar. Et puis c'est là aussi en général où il y a aussi pas mal de questions qui sont posées. Et puis les gens entre eux peuvent aussi y répondre. Il n'y a pas que moi qui réponds à toutes ces questions. Les perspectives aujourd'hui pour le canton, c'est de poursuivre en fait, à améliorer et optimiser les conditions cadres. Hein, ce n'est pas toujours facile parce que d'un côté, il y a la régulation qui change tout doucement. On voit aussi comment ça se passe en Europe avec MiCA et autres. De l'autre côté, il y a aussi beaucoup les craintes de certains acteurs qui disent ouais, nous, c'est compliqué par rapport à la FINMA. Donc, la FINMA, c'est un peu comme l'AMF en France, mais en mieux. On essaye en tout cas. Et on essaye en fait, donc, de continuer justement à faire en sorte que ça fonctionne et que ça soit pérenne pour les gens du domaine, et notamment surtout dans le canton de Neuchâtel. Et puis soutenir les autres industries dans leur transition sur cette technologie. On a vu des effets d'annonce plusieurs fois ces dernières années, de grands horlogers comme ça, qui disent oh, on a fait une collection de NFT, machin, nanana. Puis en fait, ils ont accès à toutes les compétences ici, puis ils vont chercher des boîtes ailleurs qui leur font juste ce qu'ils ont demandé. Ça fait juste un micro-buzz, et puis après, ça meurt. Parce qu'il n'y a pas juste la logique de dire je vais faire ça, mais à quoi ça va servir après? Comment est-ce que je peux pérenniser la chose? C'est juste le marketing généralement qui dit on va vite faire quelque chose. Et ça, je trouve que c'est dommage. Donc, s'il y a des horlogers ici et puis que vous voulez faire quelque chose dans ce domaine-là, n'hésitez pas aussi à recontacter les gens de l'écosystème et tout pour phosphorer sur toutes les choses que vous pouvez faire avec ces technos et puis pas juste essayer de faire un petit buzz. Nous, on essaye de construire des étoiles ici, pas des étoiles filantes. Et puis pour la suite, il y aura le CBN, on en reparlera après. Petit retour d'expérience. Ça me tenait un tout petit peu de l'exprimer là parce que on en a entendu déjà hier un tout petit peu parler de ces domaines-là, mais en 10 ans, je me suis rendu compte qu'avoir raison trop tôt, c'est socialement inacceptable. Et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, partout où vous êtes. Et c'est dur de s'entourer de gens qui vont vous dire ouais, c'est cool ce que tu fais, on peut peut-être faire ça, on peut le faire de cette manière-là, mais ça prend du temps. Ça prend énormément d'énergie, donc il faut s'accrocher. On a la chance dans l'écosystème parce qu'on se soutient quand même pas mal entre nous. On peut discuter, on peut échanger, parler d'expérience et tout ça. Mais c'est quelque chose qui est vécu. Et le deuxième, ça aussi, c'est une phrase qui me marque, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et souvent, quand vous avez un nouveau projet, vous avez une nouvelle idée, que vous voulez pousser quelque chose, vous êtes souvent confronté aux limites de la personne qui sont en face de vous. Elle ne va pas vous répondre par rapport à vos propres limites. Moi, j'en ai pas. Mais souvent, on va dire « ouais, mais il y a ça, machin ». Puis c'est des boulets que vous allez traîner parce que les gens vous amènent des problèmes plutôt que d'essayer de vous amener des solutions. Donc, entourez-vous de gens qui sont comme vous, qui vont pousser, qui vous disent « ah, mais c'est génial », avec qui vous pouvez échanger, phosphorer. Et puis, mon motto, c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que quand on échange avec des gens, puis que les gens ils sont comme vous, puis qu'ils poussent aussi, finalement, les idées, elles sont sublimées. Osez sortir de votre zone de confort. La grande majorité des gens que j'ai rencontrés s'arrêtent dans le rouge. Ça fait peur. Ça fait peur de sauter d'un avion. Ça fait peur, avec un parachute, hein. Ça fait peur de faire de la plongée profonde. Moi, j'ai fait pas mal de choses dans ces domaines-là. J'adore un peu les sports un peu foufou. Et c'est vrai que beaucoup de gens s'arrêtent, donc ils n'osent pas y aller. Mais une fois que vous avez passé ce que j'appelle Mach 1, hein, ça tremble, ça vibre partout, puis une fois que vous avez passé le mur du son, boum, vous arrivez dans une zone où vous allez apprendre des choses. Si ça vous intéresse, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et puis ensuite, vous allez évoluer. Vous allez commencer à grandir, vous allez faire des choses, vous allez dire « mais je ne pensais pas que je pouvais le faire ». Il y a des gens, des fois, autour de vous pour qui c'est très facile. Des fois, c'est plus dur. Moi, ça n'a jamais été facile. Mais je continue, on persévère, et puis on y va. Donc allez-y, sortez de votre zone de confort, parce que là aussi, c'est compliqué de passer de l'idée au produit. Il y a un désert, mais une fois que vous êtes passé de l'autre côté, que vous êtes tombé sur l'oasis, et puis vous pouvez vous abreuver, vous regardez derrière vous, et puis vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru. Donc faites-le.
Je tiens aussi à remercier tous les acteurs de l'écosystème du canton de Neuchâtel et aussi un tout petit peu ceux des autres cantons, parce qu'on a quand même des discussions. Hein. Vous savez, en Suisse, 26 cantons, 26 mentalités différentes, 4 langues nationales. C'est un peu comme l'Europe, mais ça fonctionne. Et en fait, tout le monde veut briller un peu plus que l'autre, mais on arrive quand même à discuter, à échanger, à de temps en temps donner des bonnes pratiques, faire des fois la bouée de sauvetage pour certains. Mais je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous, grâce à tout le travail que vous faites, qu'on parle de Neuchâtel. Comme le disait l'ancien chef de département, à Neuchâtel, on est des makers, on n'est pas des speakers, même si moi je parle beaucoup. C'est ça qu'on fait les choses. On ne va pas annoncer des choses. Des fois, on nous dit il y a tout ça à Neuch, on ne le savait pas. Parce qu'en fait, le canton ne veut pas trop faire le speaker, même si des fois, peut-être, il pourrait le faire un peu plus. Mais c'est surtout les sociétés locales qui font rayonner tout cet écosystème. Donc, merci à tout le monde et je vais laisser la place à Sedat. Merci pour cette invitation. Merci à Paradigm Bitcoin de dédier un moment pour me laisser la parole et partager avec vous ce que nous allons faire. Mais avant ça, je fais une petite introduction sur moi et l'entreprise. Donc, je m'appelle Sedat Adiyaman, je suis le fondateur de Coworking Neuchâtel et de la société de conseil Think to Make, qui fait du conseil en innovation. Et j'ai créé en 2014 ces deux sociétés. Donc 2014, ça vous dit quelque chose par rapport à la présentation de Nicolas. Donc c'est à peu près dans la même période où les sociétés arrivaient. Et je ne fais pas tout de suite le lien avec l'écosystème, mais quand on a créé l'espace de coworking, on a eu les premières sociétés qui se sont installées. On a fait développer ce projet d'une manière très organique, donc avec les coworkers. Donc l'espace de coworking, c'est un espace de travail où on trouve des télétravailleurs, des entrepreneurs, des indépendants. Je faisais partie de ces personnes-là. Aujourd'hui, je le gère, mais je suis aussi coworker de cet espace. Et aujourd'hui, donc, ça fait à peu près une centaine de personnes qui viennent travailler dans nos espaces. Donc, on a deux espaces, un à la Chaux-de-Fonds ici, à 200 mètres, si ça vous intéresse, je vous fais visiter tout à l'heure vers midi, et un à Neuchâtel. Au total, ça fait environ 800 mètres carrés d'espace sur plusieurs étages. Donc, c'est un gros projet qui s'est développé depuis 2014. Mais ce n'était pas du tout volontaire. À la base, c'était de résoudre un problème premier, c'est-à-dire trouver un espace de travail pour des gens comme moi, c'est-à-dire des entrepreneurs, des indépendants, et deux, créer un écosystème, un environnement dans lequel on peut échanger. Donc, nous ne sommes pas une agence immobilière, on est là pour créer et nourrir en fait ce réseau de personnes qui sont passionnées et passionnants par rapport à ce qu'elles font. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec une personne, Harry Alpin de Nîmes, qui est venu me rendre visite, un personnage. Et on a commencé à discuter de tout, sauf de Nîmes et de coworking. On a parlé de guerre, on a parlé du PKK, on a parlé du Kurdistan. Donc je suis kurde d'origine, mon père était actif dans le PKK, donc on avait des liens comme ça qui faisaient qu'on a commencé à discuter de ça. Et puis, je ne connaissais pas beaucoup de choses sur Bitcoin et sur Nîmes. J'en avais entendu parler, j'avais vu des ATM à Londres à l'époque, mais je me suis dit, tiens, il y a des gens avec qui on peut construire quelque chose, et c'est une faune qui me parle, en tout cas, et qui parle à l'écosystème de l'espace de coworking. Donc, le projet s'est développé dans nos espaces. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le bâtiment de la Poste, au bord du lac, dans un magnifique contexte avec une vue sur le lac et les Alpes. Ici, à la Chaux-de-Fonds, dans un magnifique local aussi. Et à un moment donné, des sociétés sont arrivées, principalement par le biais du service de l'économie. Et quand ces sociétés venaient par leur propre biais, souvent on faisait le lien avec le service de l'économie aussi. Je fais le lien par rapport à ta présentation, Nicolas, où on disait, mais ok, c'est intéressant ce que vous faites, mais je ne suis pas un expert du sujet, je suis plutôt un curieux. Donc je renvoyais les sociétés au service de l'économie, et cette dynamique a commencé à prendre forme. Et à un moment donné est arrivée une réflexion de dire, mais et si on crée un environnement dédié en fait, pour cet écosystème? Et si on créait en fait le projet CBN, c'est-à-dire le centre de coworking Bitcoin pour les bitcoiners et blockchain pour les autres?
Donc c'est un projet ambitieux. À la fin de ma présentation, je vous montrerai quelques images. Ça vous permet de rendre ça un petit peu plus concret. Donc c'est un projet qui a maturé tout doucement. Il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas, quelques hauts. On s'est rendu compte que ce n'est pas si simple en fait, de développer. Avec certains interlocuteurs, typiquement quand vous êtes une jeune entreprise, comme c'est le cas de ma société, et vous discutez avec des propriétaires fonciers et vous leur dites que vous allez faire un espace de coworking Bitcoin ou blockchain, eh ben, ça peut fermer des portes. C'est arrivé. Donc, on a dû refaire la boucle plusieurs fois pour arriver à une conclusion avec des personnes qui étaient ouvertes d'esprit et prêtes à accueillir cet écosystème, même si, au fond, notre activité est simple. Ce sont des espaces de travail nomades, des espaces fixes, des bureaux privatifs, des salles de réunion. On offre des services de domiciliation d'entreprise. Enfin, rien de particulier, quelque part, d'un autre local. Mais c'était un peu compliqué. Donc aujourd'hui, je peux le dire, donc le lieu a été validé. Donc aujourd'hui, si vous allez en ville de Neuchâtel, vous allez voir un énorme bâtiment à la rue Saint-Honoré qui est en rénovation avec une grue par-dessus, complètement bâché sur 7 étages. Donc c'est un immense immeuble qui est en rénovation, qui aura sa place à rue Saint-Honoré 10 et qui sera en fait dédié évidemment à l'écosystème blockchain, mais aussi ouvert à d'autres technologies, que ce soit l'IA ou de futures technologies, le jour où toutes ces technologies seront mainstream en fait. C'est aussi une volonté cantonale de se positionner sur ces nouvelles technologies numériques pour faire le lien avec l'industrie. Donc il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent les relier. Donc, on intégrera environ une trentaine de sociétés, mais à la fin du projet, ça sera plutôt plus de 70 sociétés, parce que c'est un bâtiment sur 7 étages. Et l'objectif de ce projet, comme je l'ai dit avant, c'est des espaces de travail flexibles. Bon, vous connaissez, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas les espaces de coworking? Levez la main, s'il vous plaît. Je ne vous fais pas de présentation là-dessus, on est d'accord. OK. Donc, il y a évidemment l'aspect basique des espaces de coworking, mais il y a aussi toute la partie animation en fait, de ce projet. Donc, notre but, c'est de faire de la vulgarisation technologique, mais également de montrer sous forme de démonstrateur. J'en ai discuté avec quelques personnes entre hier et aujourd'hui sur la possibilité de montrer aux personnes qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut en faire sur ces espaces, et comment on peut aussi embarquer d'autres personnes qui sont peut-être novices sur cette thématique ou peut-être qui n'en ont pas du tout entendu parler. Donc ça, je vous passe le détail de cette partie-là. Donc l'objectif, c'est, comme je l'ai dit, donc, aussi de positionner la blockchain et les sociétés industrielles dans cette dynamique-là. Bon, nos valeurs, je crois que je n'ai pas vraiment besoin de les dire par rapport à l'écosystème d'un espace de coworking. Peut-être la particularité chez nous, par rapport à ce qui existe dans les espaces de coworking, c'est comme je l'ai dit avant, donc on n'est pas une agence immobilière. Donc, quand les gens viennent nous voir, on veut voir les gens. Donc, on veut discuter avec les personnes. On n'est pas là pour faire signer des contrats, même si on a eu beaucoup de projets de ce type-là qui nous envoyaient un email en disant « je veux domicilier ma société parce que j'ai besoin de créer un compte, etc. etc. » Et en fait, on a tendance à plutôt le refuser en disant « non, non, on se rencontre et on prend le temps parce qu'il n'y a pas la question contractuelle, mais aussi la question de la personne en fait, avec qui on va interagir dans ce projet. » Quelques-uns disent des choses. Donc, le chef du département, donc le chef du chef de Nicolas, du coup, qui est qui est Alain Ribaud, donc qui témoigne un tout petit peu sur la volonté du canton, et 2 coworkers, donc Lionel qui témoigne aussi. Donc aujourd'hui, dans les sociétés qui seront là, donc la société Nîmes sera sur place. Là, les activités de de Lionel, peut-être de Nicolas aussi, on ne sait pas, de Lionel seront également aussi sur place. Donc voilà sur la partie image. On va voir si ça marche. Vous voyez la petite lumière rouge? Vous voyez? Bon. OK, donc ce qui est intéressant dans cette image, c'est un vieux projet, donc l'initiative a démarré en 2019, donc les premières discussions ont eu lieu en 2019, donc vous vous rendez
voyez là, le temps qu'il a fallu pour faire maturer le projet. Et ce qui m'intéressait dans cet immeuble, c'est qu'on a deux entrées, donc côté Saint-Honoré et côté Saint-Maurice. Donc on est dans la zone piétonne du centre-ville de Neuchâtel. Donc Neuchâtel est une magnifique ville, si vous ne l'avez pas encore visitée, où dans les deux parties de la zone piétonne, il y aurait dans ce bâtiment en fait une ouverture. Donc là aussi, on est dans cette mentalité de vouloir embarquer les gens de l'extérieur facilement. En fait. Donc on n'est pas dans une forme de tour d'ivoire où les gens n'ont pas accès. Et c'est ce qui m'intéressait avec ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une possibilité de développer jusqu'au 6e étage. Donc avec le sous-sol, ça fait 7. Et donc on se concentre au premier niveau, donc le sous-sol, rez, premier, deuxième. Ça fait 4 étages, ça fait à peu près 500 mètres carrés, qui seront la première phase du projet. Et qui ouvrira donc le 1er mai 2025. Donc ça, c'est pas l'ouverture, c'est plutôt l'inauguration, parce qu'on inaugure nos espaces de coworking les 1er mai. C'est la fête du travail, et c'est un jour férié à Neuchâtel. Soit on le fait le 30 avril, comme ça on peut faire la noce, c'est pratique, comme ça on peut se reposer le 1er. Donc l'ouverture aura lieu, donc l'inauguration aura lieu le 1er mai, mais l'ouverture aura lieu sûrement entre janvier et février de l'année prochaine, selon les infos des architectes. Je rentre dans le détail de l'immeuble. Donc là, on est dans le dur, hein, on est vraiment dans des choses visibles. Ce qui est, donc, je disais, la partie salle de conférence, qui sera une grande salle de conférence qui peut accueillir à peu près une 60aine de personnes au sous-sol. Évidemment avec des douches et des zones de stockage. Le rez avec l'accessibilité des 2 rues, avec la volonté. Donc il n'y a rien aujourd'hui qui est fixe sur le rez-de-chaussée. C'est aussi pour ça que le projet, on ne fait pas de communication disons, grand public. Aujourd'hui, vous l'avez droit à le savoir en avant-première, mais on n'est pas encore figé. Donc, c'est aussi la raison où on ne veut pas raconter des choses, surtout pour le rez-de-chaussée, qui ne soient pas encore complètement claires. Mais dans nos volontés, en tout cas, c'est de mettre un desk d'accueil où on puisse accueillir les visiteurs qui ont rendez-vous avec les sociétés, une salle d'attente, une zone d'exposition. Donc, ça serait de créer un musée Bitcoin, en fait, un petit musée Bitcoin ou une petite exposition muséale, parce que quand j'ai parlé à des gens du métier de musée, ils m'ont dit « Ouh là là, les dimensions ne jouent absolument pas ». Donc, ça serait une exposition muséale. On a déjà récupéré du matériel. Il y a des discussions en cours avec des écoles qui pourraient nous prêter du matériel d'exposition. Il y a une volonté de faire un café. Donc, je ne dis plus coffee shop, je dis café, parce que ça crée la confusion avec certaines personnes. Donc, un café... avec une possibilité d'avoir aussi une terrasse ouverte au public au rez-de-chaussée. Dans les premiers étages, on aura 3 espaces de bureaux privatifs, une salle de réunion, des cabines de réunion. Ensuite, également 3 espaces de bureaux, des postes nomades et fixes, café-terrain pour les coworkers, ainsi de suite jusqu'au 6e étage. Donc on parle au total à peu près de 1200 mètres carrés d'espace. C'est pour nous, enfin pour moi, c'est doubler les surfaces de mon entreprise en fait. Donc je suis dans la zone, je ne sais plus lequel, le rouge ou je ne sais plus lequel. Donc ça c'est un exemple des plans, pour ceux qui arrivent à lire les plans. Donc ça c'est les cages d'escalier depuis le rez-de-chaussée, vous montez, vous allez avoir des bureaux ici, privatifs principalement, un salon, des cabines de réunion, ça c'est des WC et une grande salle de conférence ici. Et puis pour clôturer un peu, ça donne c'est un peu plus concret, c'est un rendu, donc c'est une image construite par le bureau d'architecte pour montrer à quoi ressembleraient les lieux en fait en termes de concept en fait. Donc on a un lieu plutôt assez joli avec des en rendeur parce qu'il y a des cages d'escalier au plein milieu de l'immeuble, donc qui est communiquant avec les étages du dessus. Donc ça donne vraiment un effet ouvert aux différentes entreprises et aux différentes personnes. Vous en pensez quoi? Pour les personnes intéressées et qui souhaitent avoir plus d'informations, en tout cas des informations en lien avec cette présentation, mais plus étayées, vous pouvez aller sur ce QR code, donc sur la page coworking-neuchâtel.ch. Il y a une page qui s'appelle maintenant Coworking Bitcoin, je crois, ou quelque chose du genre. Donc vous pouvez en tout cas tester le QR code et me dire si ça marche. Et sinon, vous pouvez
contacter Françoise Sauzer qui est dans la salle aussi, là-bas au fond, donc qui sera là aussi à la pause de midi si vous avez des questions. Vous pouvez venir vers moi évidemment, nos numéros sont aussi affichés. Si vous avez plus de questions ou s'il y a des éléments sur lesquels je n'ai pas répondu lors de ma présentation. Merci pour votre attention et je me réjouis de partager davantage avec vous sur ces sujets. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bonjour tout le monde, je prends le relais. Lionel, je fais les présentations, je continue les présentations. Donc moi, je ne suis pas Grégoire Barbet. Pour ceux qui étaient venus voir Grégoire Barbet modérer ou animer cette table ronde, je suis désolée, il va bien, je vous rassure, mais il a effectivement été un peu souffrant, donc on le laisse tranquille récupérer. Et puis, comme je suis sa supérieure hiérarchique, Aline Bassin, je crois pas que c'est toujours les chefs qui se sacrifient dans les meilleures entreprises en tout cas. Et puis j'avoue que le sujet m'intéresse. Je suis pas forcément autant experte que Grégoire, mais voilà, j'ai vécu les débuts de Bitcoin en tant que journaliste. J'étais à la RTS à l'époque et puis maintenant j'ai rejoint la belle équipe du temps. Mais parlons des autres. Donc ces dates, c'est déjà bon. Je crois que tout le monde maintenant t'identifie bien. Je vous laisserai à vous passer le micro qui est là. J'avais juste une petite question parce que je me suis un peu en vitesse, j'ai bien préparé cette table ronde. Il paraît que tu viens déguisé parfois dans ton espace coworking, c'était avant? Fake news. Fake news, mais c'est sur votre site, hein? Faudra corriger. C'est un fake news. Non, oui, non, il y a je plein de plaisante. fake Non, news. effectivement, je viens déguisé de temps en temps. Avant, un peu plus peut-être, mais aujourd'hui, j'essaie déjà de m'habiller et venir au travail. C'est déjà un challenge. Donc oui, sur vos anniversaires, aux fêtes de Noël, donc il y a 2 dates clés dans notre... Donc on est une entreprise et une association, une partie associative de notre activité où les membres sont membres de l'association et on organise les soupers de Noël, mais pour plein d'entreprises en même temps. Et dans ce cadre-là, donc les 1er mai et les soupers de Noël, c'est souvent des événements déguisés. Donc j'ai ma tenue préférée entre Power Rangers rouge ou dernièrement c'était... je ne sais plus, je crois qu'il y avait Superman aussi. Avec un grand B. Mais souvent avec des leggings, des choses collantes, quoi. Okay. Ou des tutus, c'est mes préférés. Assez festif. En tout cas, voilà. Ça fait assez envie, effectivement, de rejoindre cet espace Bitcoin. Alexis, je pense que tu fais probablement partie d'un des premiers candidats à la localisation. Je ne sais pas s'il y a déjà des secrets qui se dévoilent à ce niveau-là, mais en tout cas, tu as été, je ne sais pas si tout le monde connaît Alexis Roussel, mais tu as été mentionné, hein, donc on va peut-être préciser les choses. Donc Alexis Roussel, pionnier de l'écosystème, je crois qu'on peut le dire comme ça. On se connaît bien, je le précise, avec Alexis. Mais par contre, ce que je ne sais pas, on parle souvent Bitcoin, minage, etc., vision de l'ère numérique avec comme moyen de paiement des crypto-monnaies. Quelle a été ta première rencontre avec Bitcoin ou le Bitcoin, c'est selon hein? Alors, ma première Bitcoin, ça a été la lecture du white paper sur la mailing list des cypherpunks qui a justement été l'endroit où voilà, parce qu'en fait moi j'étais à la recherche d'un moyen de paiement peer-to-peer avant que Bitcoin existe, donc je regardais un peu les autres, mais par contre après il m'a fallu de 2009 à 2013 pour faire ma première transaction. Mais j'ai vu ça dès le début, en fait. Oui, alors ça m'amène à la question suivante. On va bien préciser aussi ton parcours et qui tu es, puisque tu as fondé BT, cofondé BT, donc entreprise négoce de crypto-monnaie, c'est juste le dire comme ça, du Bitcoin à la base. Hein. Tu étais le président du conseil d'administration s'il y a peu, tu corriges
Sinon, et tu as rejoint Nîmes. Alors, explique quand même en quelques mots. Je pense que tout le monde n'est pas forcément dans la crypto-monnaie. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont des curieux, qui sont intéressés. Que fait Nîmes en quelques mots? Alors, Nîmes, c'est, on va dire, dans le monde des crypto-monnaies, c'est déjà une deuxième génération. C'est-à-dire que on développe un logiciel d'une infrastructure de protection de la vie privée. Donc, le but, c'est comme un peu un VPN. Et puis d'ailleurs, vous recevez des cartons pour tester un VPN qui est construit sur Nîmes. On peut protéger sa vie privée, mais l'infrastructure qui est utilisée par Nîmes, c'est en fait une infrastructure collaborative, enfin, c'est des opérateurs à travers le monde qui se coordonnent entre eux grâce aux nouvelles méthodes, notamment de la blockchain. Donc il y a un jeton qui vient et organiser une économie. Et donc en fait, on peut maintenant développer des services qui nécessitent des milliers de serveurs, puisqu'on a des milliers de serveurs qui tournent, tout simplement en incitant les gens à participer, à mettre en commun leurs ressources informatiques, et on crée des services qui sont tout de suite à l'échelle mondiale. Donc voilà, donc on fait une infrastructure de la vie privée construite sur en partie une technologie blockchain. Auteur également de Notre si précieuse intégrité numérique. Je ne sais pas s'il est à disposition ici, sinon je n'ai pas eu à côté, je n'en sais rien. Mais on le trouve en tout cas et sur Internet. Tout est lié parce que c'est en fait finalement une question d'autonomie. Moi, je suis arrivé sur Bitcoin, j'ai trouvé Bitcoin parce que je voulais un outil libre d'échange, enfin pour payer, sans avoir donné mon identité à un Visa ou je ne sais pas qui autre pour payer à travers la planète. Et en fait, c'est Bitcoin qui m'a permis d'avoir cette réflexion sur le droit à l'intégrité numérique que j'ai développé dans ce livre et qui a été voté finalement à Genève et qui va être voté l'année prochaine à Neuchâtel aussi. Et c'est finalement être autonome, être en contrôle de sa vie numérique. Et Bitcoin permet ça. Il y a encore pas mal de travail. Coécrit d'ailleurs avec Grégoire Barbet, la boucle est bouclée. Lionel Jeannera, Nicolas, je fais la passe parce que je sais qu'on est des grands bavards. Donc je vais essayer d'organiser ce temps de parole au mieux. Mais Nicolas, je crois que maintenant ton CV profil est bien clair, même si tu interviendras évidemment dans la discussion. Lionel, comment toi tu es tombé dans la marmite de la crypto-monnaie, blockchain, Bitcoin, etc. Parce que tu as un profil complètement différent, on est d'accord, hein? Oui, donc moi je suis tombé dedans aussi je cherchais un moyen de paiement en ligne libre, sous licence libre, en 2013. Alors je suis historien. J'ai une maison d'édition, j'édite de la littérature. A priori, je n'étais pas le profil des bitcoiners, le profil le plus courant à l'époque des bitcoiners. Maintenant, les profils sont de plus en plus divers, mais c'est vraiment cet intérêt pour le logiciel libre. Je crois que c'est... quand on parle de bitcoin... souvent, on focalise dessus, mais en fait, il y a tout ce qu'il y a autour. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le logiciel libre. Donc, disons que je suis un libriste. Historien, c'est juste, d'origine jurassienne, c'est juste Voilà. également. Il y a ce côté un petit peu peut-être l'amour de la liberté, en fait, actuellement les sacs. Je pense qu'il y a des liens. Je pense qu'il y a quelque J'avais chose j'avais fait une conférence à ce sujet malheureusement la vidéo n'était pas, le son n'était pas très bon, mais je ferai volontiers il y a vraiment des choses à dire sur cet esprit de liberté qu'il y a dans le Jura avec Bitcoin, avec aussi cette organisation un peu décentralisée où en fait il n'y a pas vraiment de chef. Donc les autonomistes jurassiens ont une méthode d'action assez comparable. C'est parfait parce que vous m'amenez les transitions parfaites. Et du coup, pourquoi pas de Léman ou Port-Rentruy pour créer cet écosystème qui est vraiment impressionnant. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation parce que ça permet vraiment de comprendre. J'imagine que tout le monde n'est pas de Neuchâtel. On parlera de l'unicité après ou pas de l'endroit, mais ça permet vraiment aussi, au-delà de Bitcoin, de comprendre et de la crypto-monnaie, comment on développe un écosystème économique et puis le temps que ça prend également et l'importance d'avoir des gens qui croient à la base et de faire ça proprement et sérieusement également.
Je reviens à ma question, je ne l'ai pas perdue. Pourquoi pas de Léman ou Porrentruy? Parce que tu as rejoint cette. Non, parce cet que écosystème. j'habitais déjà à Neuchâtel, en fait. Voilà, le Donc, hasard. non, mais c'est amusant parce qu'en 2013, ben, je connaissais pas encore Alexis, pas vraiment. Enfin, après, le monde des bitcoiners n'était pas aussi étendu que maintenant, en 2013. Et en fait, je découvre en 2017 qu'en fait, je suis pas tout seul dans ma chambre. Le hasard ou la. Et qu'en fait, les meilleurs conseillers juridiques, ils étaient en bas de chez moi. Et j'étais déjà une personne très impliquée sur Internet, auprès du public francophone. Et puis, il y avait quelque chose qui vrombissait. Et je suis une personne très volontaire. C'est aussi pour ça que je développe pas, mais par contre, je sais organiser des events. Je sais faire des choses comme ça. Et ça a été, pour moi, m'impliquer dans ce développement de cet écosystème, c'est avant tout pour le plaisir. Parce qu'en fait, ça me permet de rencontrer des gens intéressants. Et puis si, à côté, ça permet d'être protégé, c'est-à-dire d'avoir des politiques qui soient sensibles à nos questions, à nos problématiques, en fait, ça me simplifie la vie aussi. Une petite question, parce que je ne sais pas... je vais peut-être poser la question. Qui est vraiment actif? Vous levez vos mains, on va regarder. Qui vraiment vient du milieu de la blockchain? Du blockchain ou de la blockchain? Ou Bitcoin. Hein. Ou Bitcoin. Ce qui fait qu'on a aussi des gens, c'est vraiment mixte, hein, j'imagine, comme public. Moi, je propose après qu'on ouvre la discussion Oui, aussi, de toute manière. Une petite question, mais sans développer. À quel point, justement, parce qu'il y a deux problèmes, je pense, que Nicolas, d'ailleurs, y a déjà fait allusion pour l'expansion, même si de toute manière, on a un développement de la crypto-monnaie, mais c'est la compréhension de la technologie et de la philosophie, parce que forcément que tout ce qu'on ne comprend pas, on arrive dans la zone de peur que tu évoquais tout à l'heure. Et puis, il y a l'image, parce que comme dans tout domaine nouveau ou pas, parce qu'on peut penser à la finance, forcément qu'il y a des mauvaises utilisations. Tu l'évoquais également. À quel point, toi, il t'a fallu du temps pour comprendre comment ça marchait, simplement, Lionel, puisque, comme moi, tu n'es pas à la base un geek, ou me semble-t-il, ou quoi que ce soit. Ça a été important pour toi? En fait, quand on a compris que Bitcoin, ce qu'était Bitcoin, on continue à s'éduquer. C'est-à-dire que c'est vraiment un fil qu'on tire, puis en fait, on tirera jusqu'à quand il n'y a plus de pullover, quoi. Et parce que c'est un aspect, en réalité, quel que soit votre spécialité, que ce soit industrielle ou littéraire, on peut aborder Bitcoin multifacette et on peut le regarder, le comprendre ou trouver différentes manières de le voir, qui peuvent être philosophiques, qui peuvent être techniques, qui peuvent être industrielles, qui peuvent être politiques. Bitcoin est politique, ça c'est sûr. Et voilà, donc ça m'a pris du temps, c'est-à-dire j'apprends depuis 2013 et j'ai toujours pas fait le tour du sujet, quoi. Nicolas, est-ce que c'est important de bien comprendre la technologie qui est derrière? Parce que finalement, moi, quand je pianote et que j'interroge ChatGPT, je me demande pas comment ça se passe derrière, d'où vient l'électricité, etc. Est-ce que finalement, on va arriver à un stade où les gens il y aura une telle adoption que les gens n'auront pas forcément besoin de comprendre tout ce qu'il y a derrière? Je pense que c'est un peu comme tout, quoi. On conduit une voiture aujourd'hui. Est-ce qu'on sait comment, à l'époque, il y a quelques générations en arrière, il fallait comprendre à réussir à réparer le moteur, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on appuie sur le bouton, ça démarre. Je pense que la compréhension, elle est bien, parce qu'on fait partie, je pense, encore de ces générations qui vont construire les choses, mettre encore des outils en place. Mais je pense que la compréhension, de nouveau, comme le disait Lionel, il y a la compréhension technique. Mais après, c'est philosophique, ça crée des bouleversements énormes. Mais je pense que voilà, quand on dit à Madame Michou, faut créer un wallet, faut sécuriser vous-même vos fonds et compagnie, puis vous êtes responsable si vous perdez la clé. Il y a encore du travail. Je confirme. Travail. Alors,
Venons-en à cet écosystème. Et on reste sur toi, Nicolas. Tu as bien expliqué à la base comment quelque part, ce ciment qui s'est formé avec différents acteurs. Et puis, je pense que Jonathan Caracas, je ne sais plus si tu l'as évoqué, mais a aussi été, il vient de la technique d'ailleurs, a certainement aussi joué un rôle central dans la naissance de cet écosystème. Les temps changent, évoluent, les personnes passent. Est-ce qu'il y a toujours... Je pense à ce qui s'est passé, on va en parler avec la BCN. Est-ce qu'il y a toujours autant de bienveillance et d'intérêt à vraiment faire continuer à développer cet écosystème du côté neuchâtelois? Question difficile pour le représentant du service de l'économie. Joker? Non. Non, elle est toujours là. Après, c'est effectivement, comme je dis, beaucoup de gens s'arrêtent à la technique. Ils se disent bah, c'est compliqué. Moi, je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, on voit l'industrie horlogère, qui est le plus grande industrie ici. Aujourd'hui, elle a très peu besoin d'aide. Après, je ne parle pas des horlogers indépendants et autres. On a des super présentations hier là-dessus. Mais on va plutôt essayer de mettre de l'accent pour faire pousser les jeunes pousses qui doivent des autres industries. Mais il y a quand même cette idée à terme, c'est que ça devienne autonome. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour on dise, bah voilà, créer sa société en crypto ou avoir une société dans ce domaine-là, dans la blockchain et autres, bah, c'est plus un tabou, c'est devenu normal. Et je pense qu'on pousse dans ce sens-là. À quel point tu le vois grandir, cet écosystème? Parce que c'est vrai qu'in fine, si on se projette, j'ai beaucoup cogité, je pense un peu moins crypto tous ces derniers temps, mais j'ai beaucoup pensé depuis hier que j'ai repris un peu à l'arrache cette modération. Mais c'est vrai qu'in fine, Alexis, je pense que toi tu le diras mieux que moi, mais c'est vraiment une société numérique où tout passe, tout est peut-être décentralisé dans un mode idéal, les flux, les transactions de paiement se font par de la blockchain, donc là ça devient immense. Toi tu le vois évoluer comment cet écosystème? On fait souvent le rapprochement avec l'adoption d'Internet. C'est-à-dire qu'au début, on avait des vieux modems, bip bip bip, on décrochait le téléphone, ça coupait, enfin il y avait quand même pas mal de problématiques. Après ça va venir, bon, on fait toujours, voilà, on se dit aujourd'hui si on regarde la courbe d'adoption d'Internet, Bitcoin on a encore du chemin à faire. Je crois. Mais c'est une question de temps. Après, il y a aussi des questions de géopolitique. C'est pas accepté de la même manière partout ou utilisé de la même manière partout dans le monde. Moi, je dis aujourd'hui que c'est une guerre continentale. C'est-à-dire que vous avez les États-Unis d'un côté qui essaient de prendre le pouvoir sur certaines choses. Les Européens, c'est on régule, et puis en fait, on perd le temps. J'ai juste à rappeler qu'Internet a été perdu par l'Europe à l'époque parce qu'on avait le Minitel et puis que c'était trop... on a déjà le Minitel, on n'a pas besoin de ça. Donc aujourd'hui, une grande majorité du pouvoir d'Internet, il ne se retrouve pas en Europe. Et puis l'Asie, c'est comment faire pour, notamment la Chine, comment faire pour utiliser cette techno-là pour surveiller la population, pour avoir un contrôle dessus. Donc entre utiliser la techno pour libérer et puis utiliser la techno pour avoir du contrôle, c'est comme l'atome, on peut faire de l'énergie avec ou des bombes. Difficile encore de voir comment ça va évoluer, parce que finalement les deux mondes peuvent aussi cohabiter. On peut imaginer, on a des micro-monnaies par exemple dans certains espaces, on peut imaginer que finalement ces deux univers, paiement conventionnel, crypto-monnaie, cohabitent. Oui, et puis je pense que l'adoption vient aussi de la mentalité des gens qui sont dedans. Neuchâtel, on est j'ai envie de dire, les gens qui sont dans l'écosystème, on a plutôt une vision d'être des grands serviteurs. C'est-à-dire qu'on est là, on s'entraide, on ne cherche pas forcément la visibilité personnelle. Qu'on peut voir des fois dans certaines régions où c'est je veux montrer que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Il y a beaucoup d'individualité, ce qui fait qu'il n'y a pas de cohésion, quoi. C'est chacun, il essaie de briller de son côté, alors qu'ici on est plutôt à se dire, souvent on parle des autres plutôt que de soi-même. D'où l'importance peut-être aussi le rôle du canton. Et puis Sedat, je te donne moi la parole pour le moment parce que tu expliquais ton rôle de facilitateur presque un peu malgré toi à la base, mais c'est vrai que ça permet aussi peut-être d'avoir ce lien que tu expliques et d'avoir une approche commune. Vraiment, concentrons-nous sur Neuchâtel. Alexis, toi tu as à la fois le regard intérieur et extérieur. Premièrement, pourquoi Neuchâtel il y a 10 ans, puisque tu ne viens pas de Neuchâtel, je crois que ton accent le trahit. J'étais à Genève avant. J'ai fait 10 ans. Il y a aussi une petite communauté crypto. En fait, c'est à Genève qu'on a commencé les premiers meet-up. Et donc, même certains d'entre de la salle se souviennent des meet-up de 2013 de Genève. Ça a été commencé par une autre personne qui, depuis, est partie, mais était aussi cofondateur. Et moi, j'ai rejoint tout de suite. On était encore en septembre 2013. Et pendant en fait quelques années, ça s'est développé à Genève. Et ensuite, tout de suite en 2014, alors
on avait mon cofondateur Jeanne, qui lui était neuchâtelois. Il a dit, mais à Neuchâtel, je connais une fiduciaire, je connais un avocat, ça va être plus simple. On va faire ça à Neuchâtel, c'est un endroit plus petit. Et on a bougé la société à ce moment-là, parce que c'est vrai aussi que moi, j'avais commencé à avoir des discussions à Genève au niveau des institutions. Et dans un monde financier type genevois, quand on commence un projet en 2013 sur le Bitcoin, on n'est personne. Enfin, voilà, on est une erreur dans le système. On est un peu mal vu, mais... Et on est très mal vu. Donc, il n'y avait aucune porte... il n'y avait aucune ouverture, on va dire, dans les discussions avec les gens en dehors de ce petit groupe de bitcoiners qui se retrouvaient. Et c'est ce qu'on a trouvé à Neuchâtel, en fait. Tout de suite, on a trouvé cette capacité, en fait, de pouvoir discuter avec les gens de différents secteurs. Et je pense que c'était lié à cette culture neuchâteloise, qui est la culture ouvrière, et de dire, on va... ouvrière industrielle, on va laisser des petites entreprises se développer et on va permettre que ça se passe, surtout si elles travaillent dans la microtechnique. Et je pense que c'est ça que Jonathan Caracas, il a vu aussi. Il a vu des gens qui créent 2-3 jobs dans un truc un peu technique, même si c'était de la finance, c'était l'informatique. Il n'avait pas besoin de comprendre ce que c'était Bitcoin tout de suite. Il a appliqué finalement la méthode neuchâteloise. Et à Genève, on voit par exemple encore aujourd'hui, alors je leur dis des fois, s'il y a des Genevois dans la salle, ils sont toujours un peu pas contents quand je le dis, mais moi c'est que je l'observe parce que je le vis encore fort. C'est que à Genève s'est développée une pensée de dire, alors qui a été en fait vue dans beaucoup de parties du monde, mais Genève l'a pris au niveau du gouvernement et au niveau de pas mal de l'industrie, de croire qu'on peut encore faire de la blockchain sans crypto-monnaie. Et donc ça a poussé les investissements de l'État d'une certaine manière, ça a poussé les efforts d'une certaine manière, alors qu'ici, on a dès le début dit le monde des crypto-monnaies, c'est avec Bitcoin en son cœur. Et ça veut dire que les efforts que l'État a fait de sponsoriser des événements comme ceci, de participer à un EDAO, il y a pas mal d'efforts publics, d'argent public qui a été poussé, ou même de soutenir, d'aider à structurer le CBN. Tout ça, c'est fait dans cette logique, en comprenant bien qu'il y avait un élément révolutionnaire au milieu qui était le Bitcoin. Voilà. Donc là, on voit un peu l'unicité, en fait, la particularité de Neuchâtel, c'est que on n'a pas eu besoin que les gens comprennent Bitcoin, mais ils ont compris que Bitcoin avait sa place et qu'il fallait pas, il fallait justement laisser cette place se développer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres, tu voyages beaucoup pour Nîmes notamment, pour participer à des panels, etc. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde, je pense au Salvador typiquement qui a adopté Bitcoin, mais qui ont comme ça un coin de pays qui est très proche de la réalité qui a été créée à Neuchâtel? Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque zone va, lorsqu'elle a le courage d'avoir quelques personnes qui font l'effort de pousser cette thématique localement, elle va en fait se structurer par rapport à la culture locale. Et donc on va avoir des écosystèmes très variés. Il n'y en a pas énormément beaucoup, mais ils vont être très variés. Je vais donner quelques exemples. Donc, Neuchâtel, c'en est un. Lugano, c'en est un autre. Alors, Lugano, c'est poussé par une entreprise qui a un accord avec la ville et qui, à force de pousser, commence à créer en fait finalement quelque chose qui commence à être intéressant. Lugano a quand même réussi l'exploit d'avoir 400 ou 500 commerçants qui acceptent le Bitcoin en plein dans la ville. Oh, c'est pas du tout le cas à Neuchâtel. Et c'est pas le cas à Neuchâtel. Non. Alors, pourquoi pas encore, parce qu'on y travaille, parce qu'on n'avait pas une grosse entreprise qui vaut des milliards et des milliards et des milliards qui peut pousser pour cela, parce qu'en fait, c'est Tether qui fait l'USDT qui est installé à Lugano. Donc, c'est eux qui ont poussé. Donc, ils ont poussé le paiement en Bitcoin et en Tether. Le Salvador, c'est intéressant parce que toi, tu y as été. Le Salvador, alors là, c'est un autre côté. C'est vraiment le côté Bitcoin pur. Il y a une forme de purisme du Bitcoin au Salvador qui a commencé
par un petit village, une plage, où quelqu'un s'est installé, et puis finalement, il y a eu une conjonction entre une situation économique et politique, un président jeune et ouvert qui avait besoin de solutions et qui s'est forcément dit à un moment donné, quand je vois ces jeunes innovants, travailler avec de l'argent qui viennent dans ce pays-là, qui pourtant est le pays avec le plus haut crime d'Amérique latine à ce moment-là, se soutenir, enfin se reposer sur ces gens-là, enfin en tout cas bénéficier de leur énergie, finalement ça aide. Et donc c'est ce qu'il a initié. Et aujourd'hui on voit les résultats qui sont assez forts. Il y a d'autres petits exemples comme au Congo, où il y a une communauté qui s'appelle Kivéclair qui s'est installée, avec aussi des activités de minage qui sont dans la région. Là, l'aspect qui est très intéressant, qui est en train de se développer, c'est l'aspect formation sur des métiers de base. Donc, comment réparer une machine, comment faire des choses très simples de transactions avec des téléphones. Et il y a pas mal de jobs qui sont créés au Congo maintenant, justement, de techniciens informaticiens ou techniciens électroniciens qui apprennent à nettoyer, réparer, installer des mineurs. Et tout ça, c'est des compétences qui vont s'étendre. Et donc, voilà. Mais ça reste dur au Congo parce que c'est une zone qui est quand même en guerre. Et je vais prendre d'autres exemples comme Berlin. Berlin est un milieu, quand vous êtes dans les crypto-monnaies, qui est très vivant. Mais l'Allemagne n'a pas su faire le lien vraiment avec le monde financier. Donc les entreprises à Berlin, elles s'installent dans des super endroits. Il y a beaucoup de développeurs blockchain qui y sont, mais ça reste de la recherche, du développement, et il n'y a pas d'entreprises vraiment financières qui s'installent là-bas. Donc il leur manque un bout en fait aussi. Nicolas, tu voulais intervenir, puis directement, je te pose une question, tu allais peut-être répondre à ça. Qu'est-ce qui manque justement maintenant pour, comme relais ou bien comme accélérateur pour aller plus loin? Parce qu'on a vraiment une petite pépite, en tout cas pour les gens du secteur, mais il n'y a pas TTR qui est venu, ou un président qui a dit, il n'y a pas Alain Ribot qui a dit à partir d'aujourd'hui on adopte Bitcoin pour toutes les transactions à Neuchâtel. Il n'en a pas acheté assez tôt. Non, mais je voulais aussi revenir, c'est vrai qu'on travaille beaucoup en fait en nœuds. On parle du nœud, des nœuds de validation et autres dans Bitcoin. Mais on parle de Neuchâtel, on a parlé de Genève, il y a aussi des gens très compétents qui doivent se battre pour arriver à faire des choses que nous, ici, on a pu faire, on va dire, plus facilement. Mais on a aussi des acteurs qui sont avec nous depuis quasiment le début, qui aujourd'hui font des initiatives dans le canton du Jura, à Bienne, aussi du côté de Lausanne, donc il ne faut pas les oublier non plus, parce que c'est pas... on a la chance, on était dans un terrain qui était fertile, qui nous a permis de faire quelque chose, mais autour de nous, il y en a quand même qui bêchent tous les jours pour rendre aussi fertile. Dans ces autres cantons, il y a des initiatives qui sont en train de se déployer aussi, et c'est ça qui fait plaisir, parce qu'en fait, avoir raison tout seul, c'est compliqué. Et quand on commence un tout petit peu autour aussi à faire bouger les choses, chacun avec ses capacités, on commence à avoir un réseau de gens qui se connaissent, avec qui on peut échanger et amener, tiens, vous on est en train de faire ça dans ce domaine-là, dans le Jura, tiens, c'est intéressant, si tu arrives à faire ça, et puis que ça marche, peut-être ça donnera les idées à d'autres ici dans le canton de faire la même chose. Donc c'est un petit peu aussi par mimétisme, on essaye un tout petit peu de faire comme ça. Et pour moi, les choses qui manqueraient, je dirais que ça manque peut-être un peu de geek du côté étatique, parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi pour les gens de se dire, tiens, je dois sortir de ma zone de confort, je dois commencer à apprendre quelque chose. C'est tellement facile, après le travail, de se rentrer à la maison, de foutre Netflix, de commander à manger, et puis de juste passer du temps tranquille. Moi, je suis un peu, je suis quelqu'un qui reçoit de l'info. Voilà, on reçoit de l'information, on lit tout le temps son téléphone, on regarde un truc, tac, tac, je vais encore vite voir ça. J'ai vu VPN de Nîmes, je vais tester, voir comment ça marche, ça bug. C'est pas qu'à l'État, à part ça. C'est pas qu'à l'État. Le temps est libéral, est très libéral à la base. C'est pas qu'à l'État. À part ça, effectivement, si on attend que toi, je pense que vraiment tu détonnes de manière positive dans l'univers du fonctionnariat. Mais je pense que j'imagine, Alexis, Lionel, que vous n'attendez pas trop de l'administration publique pour poursuivre votre développement. Non? Oui? Non, alors c'est vrai que, ça a toujours été le combat en fait des bitcoiners, et on le voit dans les endroits où ça se passe mal aussi,
c'est que ça a toujours été de dire traitez-nous au moins comme tout le monde, comme tous les autres. Voilà, c'est ça. On ne demande pas plus, on ne demande pas que d'un coup, on n'a pas besoin d'un Alain Ribot ou Jean-Nat Caracache qui disent maintenant la monnaie de Neuchâtel, c'est le Bitcoin. C'est pas ça qu'on demande, mais c'est de pouvoir avoir un compte bancaire, de pouvoir avoir les assurances, de ne pas avoir de délai de justice. On a dû faire un travail sur la justice aussi dans ce canton. C'était pas évident parce que les premières affaires de justice qu'il y a eu, les juges ont juste dit ah non, je peux pas m'en occuper parce qu'il y a des cryptos, et donc ils ont abandonné les affaires. Donc juste avoir accès à des services normaux, c'est ça en fait qui a été la plus grosse. Et maintenant, je pense qu'on en est arrivé. Bon, à part le petit problème maintenant enfin le problème de la BCN. Ah ben mais on allait sinon, venir. mais sinon, voilà, on est quand même. C'est ça en fait le luxe qu'on a réussi à construire à Neuchâtel, c'est le fait de pouvoir accéder aux services normaux comme n'importe qui. Et je voudrais juste donner un exemple, ça c'est peut-être intéressant, de comment cette adoption se fait à Neuchâtel. Dans les acteurs qu'il avait cités, il y avait les acteurs tout à fait en bas de la ligne, les acteurs stratégiques, ou je ne sais pas comment tu les appelais, les partenaires, les avocats, fiduciaires et tout ça. Et là, c'est intéressant parce que je prends l'exemple des fiduciaires. On a travaillé pas mal de temps avec certaines fiduciaires qui nous suivent depuis 2014 à faire des comptes en Bitcoin, à trouver en fait des solutions pour nous, société Bitcoin, comment gérer avec les impôts et ainsi de suite. Et finalement, ils nous ont accompagnés dans la création de nouvelles sociétés qu'on a commencé à faire avec des apports en nature, en crypto et tout ça. Et finalement, ce que l'on voit apparaître, c'est que ces gens-là, qui ne sont pas du tout convaincus, en fait, eux sont des fiduciaires, des comptables, des ceci, qui travaillent avec cette industrie-là, et en fait commencent à voir que peut-être qu'un nouveau client qui n'est pas du tout dans le domaine a une problématique qui peut être résolue grâce à ça. Notamment la création d'entreprises. Aujourd'hui, on est en train par uniquement l'effort privé, on est en train de réduire la vitesse de création, d'accélérer la vitesse de création d'entreprises à Neuchâtel, alors que d'habitude, il faudrait faire des projets au registre du commerce comme ça. Non, parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est que l'apport en nature en crypto-monnaie, maintenant qu'il est bien rodé, se fait en 2 jours à peine avec le notaire, le comptable et tout ça, et ça évite 1 à 2 semaines d'attente de validation du projet par la banque. Alors, on va parler... Donc là, on voit, c'est un exemple concret d'objet, enfin d'innovation simple. Ça paraît pas comme une innovation vue d'extérieur, mais en réalité, aujourd'hui, on veut créer une entreprise plus rapidement on peut créer une entreprise plus rapidement à Neuchâtel qu'il y a 5 ans, grâce à cet écosystème-là. Alors, on est en pleine campagne dernière ligne droite en France pour les législatives. Vous allez comprendre pourquoi je fais le lien, puisque j'ai vu des temps de parole cette semaine lors du débat entre Gabriel Attal, Bardella et le représentant de la gauche, dont j'ai oublié le nom, mais parce qu'il est beaucoup moins connu, pas parce que je suis mauvaise. Ce n'était pas Mélenchon, évidemment. Lionel et Sedat ont beaucoup moins parlé. Lionel, peut-être. Sedat, j'ai une question très importante pour toi après, mais Lionel, tu voulais intervenir ? Sinon, j'ai une question pour toi, ne t'inquiète pas. Vas-y. Ma question, donc toi, tu es acteur de l'écosystème. Oui. Pourquoi aujourd'hui à Neuchâtel et pas ailleurs, à part le fait que tu y habites? Est-ce que tu as des revendications, des besoins? Comment tu vois évoluer ton entreprise? Déjà, moi, j'ai bénéficié d'un soutien financier direct du canton. Est-ce que tout le monde sait ce que fait Lionel dans sa librairie? Je la qualifie, ça c'est l'activité principale, parce qu'on va peut-être préciser. Non, Je te laisse préciser. Maison d'édition. Maison d'édition, c'est juste. Voilà. Donc, on a développé. En fait, on a reçu un soutien NPR du canton pour organiser le paradigme Bitcoin, mais également en fait pour développer NPR, nouvelle politique régionale. Nouvelle politique régionale. Et donc, pourquoi Neuchâtel? Évidemment, c'est parce que j'y habite ça, souvent, et puis je m'y sens en sécurité. Il y a souvent aussi des bitcoiners qui viennent à Neuchâtel parce qu'ils cherchent un cadre de vie où ils vont être bien. Et puis quand je pense que le monde attire le monde, c'est-à-dire que quand on doit quitter son pays pour créer une entreprise ou je sais pas, ou assurer la survie de ton activité, tu vas à un endroit, si tu sais que tous les jeudis soirs tu peux aller boire un verre au beer to beer, c'est quand même Très joli nom. voilà.
ou beer-to-beer. Et puis, moi, je pense que à Neuchâtel, et surtout quand il y aura le centre, ça va être très dynamique, mais j'ai aussi cette impression que ça essaime aux alentours. Il a parlé du canton du Jura. On a déjà rencontré des gens du service de la promotion économique qui ont un intérêt. Ils regardent ce qui s'est passé à Neuchâtel pour voir si le Jura peut éventuellement faire quelque chose de comparable. À Bienne, il y a aussi un certain dynamisme. Voilà. Bientôt, ça ne sera plus une région horlogère, ça sera une région crypto-monétaire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Horlogère. Une question importante. On ne va pas faire le débat parce que je sais qu'on pourrait faire une table ronde là-dessus. Je crois que Grégoire m'a soufflé qu'il avait très envie d'en parler d'ailleurs. Mais ma foi, vous l'inviterez pour faire le débat l'année prochaine. Bitcoin, pour toi, le Bitcoin, à quel point il est central? Parce qu'on peut imaginer toutes sortes de crypto-monnaies. Hein. Pour toi, c'est Bitcoin ou rien? Non, en fait, on a une approche. Donc, vous êtes ici à le paradigme Bitcoin. Mais il se trouve que si vous regardez dans les sponsors, il y a que des sociétés locales, mais qui font pas forcément du Bitcoin. Mais ce qui caractérise notre vision de Bitcoin dans cet écosystème, c'est pas du Bitcoin only, c'est du Bitcoin first. Ça veut dire que ce qui est important quand les gens ils arrivent et puis parce qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent au beer-to-beer, qui arrivent à j'ai révolutionné la blockchain, etc. On leur pose d'abord des questions sur qu'est-ce qu'ils pensent de Bitcoin et est-ce qu'ils comprennent comment Bitcoin fonctionne. Ça permet d'évaluer en fait la qualité des gens. La motivation. Non, c'est pas une question de motivation, c'est une question technique. Bitcoin est le signal. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans l'écosystème. Si j'ai organisé un événement qui s'appelle le Paradigme Bitcoin, où on parle quasiment que de Bitcoin et pas d'autres crypto-monnaies ou blockchain, c'est parce que, en premier lieu, les gens ils doivent comprendre Bitcoin. Et ensuite, on n'est pas focalisé uniquement sur Bitcoin, parce qu'en fait, autour de Bitcoin, il y a le logiciel libre, il y a peut-être d'autres, il y a la cryptographie. Jeudi, on a accueilli ici dans le théâtre Privacy Reunion. C'est des gens, leur truc, c'est chiffrer les, se rendre anonyme sur Internet pour défendre leur vie privée. Ils ont plein de solutions qui n'ont pas besoin de blockchain. C'est juste de la cryptographie et c'est quelque chose qui est nécessaire, qui va être utilisé. Les évolutions de la cryptographie va profiter aussi à Bitcoin. Mais Bitcoin, c'est, disons, c'est le phare. Voilà. Dis-moi, Lionel, comme nous sommes dans la capitale mondiale de l'horlogerie, c'est pas Genève. Je travaille tous les jours la semaine à Genève, oui. Je ne leur dis pas. Mais bon, c'est ici, on est d'accord à quel point on est à cheval sur le temps. On a encore une dizaine de minutes. Moi, ce que je proposerais, parce que j'ai encore quelques questions. Il y a Sedat aussi qui doit parler. Exactement. Mais n'hésite pas, tu l'avais signalé. Il faut quand même que ce soit clair. Mais tu n'hésites pas à intervenir et j'ai une question pour toi à la fin, très importante. Mais vraiment, n'hésite pas à intervenir. On avait eu cette discussion en préparant la table ronde. Tu as un rôle un peu différent puisque je parle de facilitateur, tu as un rôle central. Je pense que le projet est vraiment très intéressant. Par contre, ce que je propose, c'est qu'on va jusqu'à écart plus ou moins avec la table ronde et puis ensuite on ouvre la discussion, ceux qui ont envie de partir partent, etc. Et comme ça, tout le monde est content. Et petit lapsus jurassien. Tout le monde est content, c'est parfait, parce qu'on va parler de la BCN. Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé avec la BCN? Je ne sais pas si tout le monde est clair, j'ai peut-être laissé nous, ce qu'on a compris à Genève autant, c'est que tout à coup la BCN a dit « Oh là là, on a peur », ou en tout cas, on n'a pas complètement confiance, on ne va plus pouvoir offrir tous nos services bancaires à certains acteurs de la crypto-monnaie. C'est bien juste? À peu près. Mais je vais peut-être faire une petite introduction là-dessus aussi par rapport à ce qui se passe au sein de l'État, en fait. Quand je parlais de on cherche cette montée en puissance avec beaucoup le soutien de Nicolas Boller, qui travaille aussi dans un autre département. On a fait 3 sessions, à peu près cinquantaine de personnes qui travaillent à l'État, une formation en fait sur les cryptoactifs, pour comprendre un petit peu comment, pour la police notamment, et les agents des poursuites,
pour juste leur expliquer un tout petit peu, voilà, par rapport à la loi, qu'est-ce que vous pouvez faire et autres, et puis comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait. Et c'était super intéressant. Et probablement qu'on va refaire ça d'ici la fin de l'année. Et le but, c'est vraiment de commencer à expliquer un petit peu aux gens, voilà comment ça se passe. Parce que quand on parle de crypto-monnaie, je pense qu'il y a énormément de gens qui aujourd'hui savent ce que c'est. Ils en ont entendu parler, ils vont sur des plateformes, ils achètent un peu de crypto-monnaie et ils se disent « Ah, je suis dans la crypto-monnaie, c'est super cool ». Et ils n'ont jamais fait une transaction on-chain. C'est un peu comme, vous êtes tous des spécialistes en jeux de voitures de course, vous êtes super top premier en Formule 1 sur simulateur, mais vous n'avez pas le permis de conduire. C'est un peu ça aujourd'hui. Beaucoup de gens en entendent parler, mais techniquement, il n'y a pas ça. Et de manière générale, dans le monde bancaire, je sais que dans certaines grandes banques, c'était même un tabou. Hein. Les employés entre eux n'avaient même pas le droit de dire entre eux, j'ai du Bitcoin ou j'ai des choses comme ça ces dernières années. Et puis il y a un petit peu, je dirais, une balance du côté de Neuchâtel entre peut-être des gens qui n'y croient toujours pas, qui n'ont peut-être pas vu ou cherché à comprendre en fait le fonctionnement des cycles sur les cryptos, hein, normalement poussés par Bitcoin tous les 4 ans et autres, et qui avaient un petit peu genre on fait parce que voilà ça va bien et tout ça, et puis peut-être des questions aussi d'automatisation parce que et de réglementation, hein, les banques sont les compliance officers sont sur des sièges éjectables. Hein. Donc on comprend aussi qu'il y a une très très grande peur. Moi je suis un petit peu plus rebelle. Ouais, c'est vrai qu'on peut la comprendre à part ça. Hein, quand on observe depuis longtemps le monde de la finance. Et puis on a tendance aussi je le dis, mais c'est pas une remarque négative envers les acteurs ici, mais on a tendance aussi à voir le monde avec un filtre et puis avec des œillères, parce qu'on est pro-Bitcoin, on est pro comme ça, mais c'est vrai que finalement, que ça soit à l'État, il y a pas mal de choses qui voulaient être mises en place dans les conditions cadres et tout. Il y a eu le Covid, département du numérique. Ils ont eu les écoles à gérer, il y avait plein d'autres problématiques en fait à mettre en place. Et puis c'est vrai que nous on pense vraiment notre industrie dans ce domaine-là, mais c'est vrai que pour une banque ou pour tout autre organisme, il y a tout plein de problèmes du quotidien à gérer, la chute de Crédit Suisse, enfin toutes ces choses-là, et ça a mis énormément de tension dans les banques. Ils sont pas à l'aise. Après c'est Paolo à Lugano, hein, le responsable. Paolo, qui avait dit quelque chose de très intéressant dans un événement sur le domaine bancaire qui s'est passé à Genève. Il disait, il y a une question de prise de risque. Et puis, entre 0 et 100%, peut-être que de prendre 3-4% de prise de risque, ça doit être possible pour une banque. Mais quand on est dans le 0-0, il ne faut vraiment rien faire, c'est compliqué. Moi, j'ai plutôt, comme je le disais avant, sauter en parachute, ça ne me fait pas problème. Plonger profond, c'est pas. Et je sais ce que c'est que la prise de risque, donc j'ai pas peur. Mais effectivement, en interne, il y a peut-être eu. Du côté de la BCN, hein, là on arrive à la BCN. Ouais, peut-être, je dirais, voilà, ils ont d'autres choses aussi à gérer, beaucoup de contraintes, et peut-être pas vu, parce qu'il y a peut-être un peu moins d'intérêt sur la compréhension et former peut-être des gens en interne assez, pas vu cette cyclicité et de se dire, tiens, on est dans une période calme. Mais avec le halving de Bitcoin, à peu près 6 mois avant, 12 mois après, ça commence à aller, et une réglementation qui devient toujours plus dure, et à un moment donné, des volumes qui explosent, et puis des contraintes internes qui disent qu'il faut réglementer, il faut vérifier les ayants droit, et puis ça demande énormément de paperasse et autres. Et puis, alors je sais qu'il y a déjà un petit peu des lignes, hein, de voir comment ils peuvent automatiser certaines choses et tout ça, mais voilà, il y a eu pour les agents de change, on va dire une certaine crainte. Hein. Une crainte qui a été assez forte. Mais il n'y a pas eu des discussions avec le canton, parce que, sauf erreur, le canton a aussi son mot à dire. Je ne sais pas quelle est la structure de l'actionnariat précise de la BCN, mais je crois que le canton est un peu dedans. Mais de nouveau, il y a eu des discussions, il y a eu l'exposition, quand on vient vous dire qu'il y a le feu, même si peut-être... on y a mis le feu. Situation très tendue, j'imagine. Tendue, mais de dire voilà, il y a le feu, qu'est-ce qu'on fait quand il y a le feu? On essaye de l'éteindre, quoi. Et c'est vrai que peut-être qu'il y aurait eu moyen de calmer ce feu en interne et peut-être d'avoir plus de discussions. Ça, c'est aussi une problématique aussi de culture. Nous ici, on est très dans l'échange. On discute, on échange ouvertement. Dans le domaine bancaire, il y a toujours aussi cette notion de secret, de compartimentation, hein, on ne sait pas tout. Et c'est vrai que c'est très compliqué
parce que la Tout à culture fait, est, j'imagine est- bien. est Et il y a eu différente. Crédit Suisse, hein, on sent du côté de de la FINMA, alors là on n'est pas sur la BCN, mais forcément qu'elle est surveillée par la FINMA, il y a aussi, on sent un resserrement de vis généralisé hein, du côté de la FINMA. Cette date, Mais juste pour terminer, on Oui. peut comprendre la problématique, même si on n'accepte pas forcément ce Ouais. qui se Oui. passe, mais il y a... Ouais. ils Je crois que essayent. ça a été tout à fait clair. Je passe le micro à cette date avant toute chose parce que sinon je ne dormirai pas bien cette nuit. Et j'ai une question très précise parce que le projet a été applaudi. Je pense qu'il est vraiment hyper intéressant pour rassembler ces gens et puis surtout pour être dans la cité et puis avoir, je pense, ces relations indispensables avec la population de l'extérieur, des touristes, de l'intérieur. Donc franchement, enfin, je crois que tu sais que ça fait un moment qu'on a envie de parler de ce projet. Il y a un élément que tu n'as pas évoqué parce qu'on te sent très prudent et c'est bien parce qu'effectivement, vous avez aussi expliqué à quel point on s'excite vite, trop tôt, etc. sur la crypto-monnaie. Concrètement, qu'est-ce qui manque encore pour le 1er mai 2025 ? C'est de l'argent en fait. On est dans où il y a aussi des questions d'autorisation. Qu'est-ce qui va être déterminant pour que le 1er mai, on voit vraiment ce fameux CBN ? C'est juste ? Je le dis de tête, c'est juste ? C'est juste, c'est le nom de code du projet. Le nom du site n'est pas encore déterminé, donc ça permet aussi de comprendre les réflexions qui sont encore en cours. Qu'est-ce qui manque pour pouvoir communiquer c'est une vision claire de la zone du rez-de-chaussée. En fait, on pourrait vraiment parler de l'espace. C'est des espaces physiques. Hein, on parle de 180 mètres carrés, comme j'ai dit, avec 2 entrées en zone piétonne. Et aujourd'hui, il y a des discussions en cours, mais il n'y a pas de décision. Et c'est pourtant l'endroit le plus important du projet, parce que les espaces de travail en dessus sont plutôt assez connus, on va dire, pour les personnes. Mais le rez-de-chaussée, vraiment l'élément important pour la vulgarisation technologique, la démonstration, l'adhésion, et peut-être aussi montrer aux différentes institutions qu'est-ce qu'il y a, comment ça fonctionne. Il y a aussi des craintes, et peut-être expliquer comment les choses fonctionnent. Donc, parce que moi, je fais partie des 99% de gens qui ne comprennent pas très bien les choses avec la blockchain. Je suis tombé dedans et j'apprends, je suis un curieux et j'apprends, et je pose des questions stupides et on me répond d'une manière très agréable, très ouverte et on ne juge pas. Je fais la promotion des beer-to-beer là parce que c'est un bon état d'esprit en tant que novice du sujet. Et pour moi, ce qui est important pour ce rez-de-chaussée, c'est que ce lieu soit pour les gens comme moi, qui sont curieux, mais qui ne sont pas en train de coder ou de contrôler les validations sur la chaîne. Donc, Je voilà. confirme complètement. Je pense que et comme c'est pas validé, l'aspect- on ne peut pas communiquer, on va dire, publiquement. Mais l'aspect investisseur, autorisation, ça se fait à quel Alors, quoi tu- dans la partie des autorisations, donc il y a effectivement aussi un inconnu sur la manière dont va fonctionner le site. Donc, on devra demander des autorisations supplémentaires. J'ai pas trop de crainte là-dessus, mais la problématique, c'est l'infra, c'est-à-dire qu'il faut faire des travaux. Et quand vous imaginez de mettre un café, il faut une infrastructure dédiée que le bâtiment n'a pas actuellement. Et donc, ça nécessite des coûts. Il y a un défi avec les coûts. Donc, on a effectivement eu un soutien, donc NPR, qui est la nouvelle politique régionale du canton. Donc, le canton soutient cette dynamique. Mais aussi, il y a un risque personnel, c'est-à-dire de ma part, d'engagement financier. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, pour ceux qui ont fait peut-être géré des travaux ou construit une maison, il y a des aléas qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à se déterminer clairement dessus. Et je pense que c'est une question de semaines. Et j'espère que d'ici la fin de l'été, j'espère qu'on sera Tu nous posé. tiendras évidemment au courant parce que Je c'est serai vrai le que le premier à 1er mai communiquer dessus. 2025, c'est optimiste, hein, puisqu'effectivement, il va falloir aménager tout ça, mais ça sera peut-être avec un peu de retard, mais ce n'est pas le premier ni le dernier projet qui aura un peu de retard. Non, ça ne sera pas en retard. Comme je le disais, ça fait depuis 2019 que je suis sur le projet, donc on aimerait aussi rendre tout ça visible. Il y a une grosse attente, clairement, que ce soit des médias, que ce soit du grand public, que ce soit aussi des gens de l'écosystème qui ont entendu parler. J'ai reçu des WhatsApp par des inconnus qui me demandent des choses. On reçoit des emails. C'est assez surprenant. De l'extérieur de la région ?
de l'extérieur de la Suisse aussi, de partout en fait. Et on doit un peu freiner en disant oui, on veut faire un beau projet. Donc j'aimais bien ce que disait Nicolas avant sur le fait qu'on on fait, on communique après. Donc là, on est en train de le faire, on communiquera le moment où on est prêt. Tout à fait légitime. On en a déjà parlé tous les deux ensemble. Alexis, je crois que tu voulais encore ajouter quelque chose, c'est juste? Et après, on vous donne la parole. Je voulais rajouter quelque chose par rapport À la BCN. à la BCN, mais qui va avec ce fameux rez-de-chaussée aussi du CBN. Ça va ensemble, en fait. Ce que ça nous a poussé à faire, c'est quelque chose qu'on devait faire, mais là, ça nous a finalement poussé à réfléchir à ça, c'est de développer finalement une économie locale dans laquelle on n'a pas besoin de banque. Donc aujourd'hui, tout cet écosystème de gens, certains de ces entreprises ont des contrats entre elles, se font peut-être des prestations de services entre elles, et on peut se payer en crypto-monnaie. Ça, c'est une force en fait, parce que le fait d'avoir un écosystème industriel qui fait ses transactions en crypto-monnaie, ça veut dire qu'on bénéficie de cette sécurité, de cette simplicité comptable que nous apporte le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies. Et donc finalement, on est bien synchronisé. On parlait d'hier à la conférence avec le temps sur la synchronisation de l'écosystème. Et ce rez-de-chaussée, finalement, ce qu'on espère, alors ce que moi j'espère en tant que membre de la communauté, c'est que ce sera un endroit où justement les gens pourront mettre un pied à l'étrier, participer en tant que soit commerçant de la ville, soit en tant que consommateur dans la ville, soit en tant que consultant indépendant, de mettre à l'étrier et de pouvoir expérimenter cette économie peer-to-peer direct où les paiements se font directement. C'est le travail de Bebop aussi. Et c'est pour ça qu'il sait qu'il a une contrainte imposée par la communauté, c'est que tout doit être payable en Bitcoin au rez-de-chaussée du CBN. Sinon, les médias de toute Là, manière s'empareraient en fait de cette petite incongruité. J'ai deux questions, j'en ai encore plein, hein, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez. Donc très rapidement, Nicolas, est-ce que on parlait de monter en puissance, c'est quand même l'enjeu, hein, si on veut quelque part dans 200, 300 ans avoir l'image de l'horlogerie, que Neuchâtel ne soit plus seulement associé à l'horlogerie, mais aussi à la crypto-monnaie. Il y a des réflexions quand même pour accélérer, favoriser, parce que on voit à Lugano que le soutien politique est aussi important pour favoriser vraiment les paiements, les transactions en Bitcoin, etc. à Neuchâtel, généraliser ça On davantage. cherche un jeune milliardaire qui veut venir s'installer dans le canton. Peut-être qu'il fait partie des personnes qui ont envoyé des courriels à ces dates. Non, plus sérieusement. Non, mais je pense que de nouveau, le canton est ouvert. Hein. Il n'y a pas de fermeture en tout cas là-dessus. Mais c'est surtout pour moi une question de plus il y a de gens qui se lancent, plus il y a de gens qui expérimentent. Comme le dit Alexis, hein, il y a des systèmes de paiement aujourd'hui très simples avec Bitcoin. Vous pouvez tester, hein, payer en Satoshi votre bière et votre absinthe. Il y a des choses qui sont là, ça existe. Et en fait, c'est juste les outils. Il y a des outils qui sont développés qui sont de plus en plus faciles à utiliser pour les commerçants. Et puis je pense maintenant, c'est un peu une question de temps et puis de propagation. Chaque personne qui a une carte ou un wallet, il peut aller évangéliser auprès de ses commerçants préférés. Ouais, on aurait aussi pu ouvrir la porte religion, comparaison religion. Hier, c'était l'horlogerie plutôt, secte, etc. Mais on ne va pas le faire non plus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? N'hésitez pas à vous manifester puis à vous lever parce que c'est pas le cas. Tout est clair. Moi, j'en ai encore une, puis après, alors on va conclure et continuer nous. Alors, je vais en profiter de l'intelligence collective. Comme je disais, c'est le nom du projet, donc c'est un nom de code. On est en train de réfléchir sur des noms pour bien marquer, différencier ce lieu. S'il y a des suggestions, je suis à l'écoute, que ce soit maintenant ou à la pause tout à l'heure. C'est bien noté. Vous pouvez aussi ouvrir un concours. La citadelle. La citadelle. La citadelle. Ou sinon, vous allez voir ces dates à la pause. Je crois qu'il validait Citadelle. Bon,
Bon, la citadelle, c'est noté. On aurait dû avoir le petit slide où, je ne sais plus maintenant comment ça s'appelle, et vous faire voter. J'avais une question à Lionel pour conclure, puisque tu es un peu l'hôte le maître de cérémonie, l'hôte. C'est juste des lieux. Je suis... Ouais, Tout ça en même temps. Une question, la décision justement, hein, pour conclure sur la BCN, parce que c'est pas anodin, c'est quand même finalement ce qui a fait parler ces derniers mois de l'écosystème de crypto-monnaie de Neuchâtel au-delà des frontières. Toi, ça t'a, outre peut-être te heurter personnellement, dans ton activité, ton quotidien, ça te pose un problème? Pas directement, parce que je suis pas un broker. Par contre, l'année dernière, la BCN était un partenaire de Paradigme Bitcoin. Il n'est pas cette année. On a eu des discussions à cœur ouvert ensemble, où en fait, on attendra qu'il soit prêt. Et puis, la porte n'est pas fermée, mais en réalité, l'objectif d'un Bitcoiner, c'est quand même un petit peu de se passer des banques. On n'en a pas trop parlé, mais je pense qu'on l'a tous bien en tête. Peut-être que ça sera utile, effectivement. Mais non, mais il y aura toujours besoin de banques. Et c'est juste qu'elles vont changer leur type d'activité et tout ça. Et ce qui me désole, en fait, c'est qu'on était prêt à avoir une réflexion avec la BCN par rapport à ça. Comment changer, voilà, mais pas forcément pour révolutionner la banque, mais faire des expériences avec eux. Ils ont loupé le coche, je le regrette. D'autres banques cantonales, notamment celle de Lucerne. La BCJ, peut-être. Tenter la BCJ. À voir. Vous avez l'impression que le dialogue est rompu avec la BCN pour le moment? Non, pas du tout. Non, il n'est pas rompu. C'est juste que, ils n'étaient pas prêts. Voilà. Toute dernière question, puis après, je pense que vous allez poursuivre les discussions au petit local de workshop. Non, il y aura le repas. Ça sera là. Je te laisse après donner voilà. les indications. Je me posais quand même une question par rapport au service de l'économie. À quel point on parlait milliardaires ou grandes entreprises telles Tether, etc. À quel point il y a vraiment aussi une politique active qui est mise du côté de la promotion économique, on n'a pas encore lâché ce mot, pour faire venir des acteurs peut-être d'une taille plus importante ou stratégique. Cette date est aussi aspirée. On continue, mais après, effectivement, on a aussi un énorme soutien de la communauté locale qui travaille, qui voyage à travers le monde, qui discute avec d'autres personnes et qui tout d'un coup disent c'est parmi les meilleurs représentants, on va dire, de l'écosystème. C'est la carte de visite en fait du canton. Et puis il y a des fois des discussions, il y a de personnes qui sont potentiellement intéressées à venir s'installer et autres. On a fait Vivre à Neuchâtel, nouvelle plateforme aussi pour aider les gens à s'inspirer. Et puis c'est pas juste faire venir la personne, c'est généralement il faut aussi prendre en compte la famille, le conjoint, enfin toutes ces choses-là. Et puis c'est vrai que c'est pas facile non plus de déménager d'un coup. Vous avez pu voir cette magnifique ville de la Chaux-de-Fonds. Il y a plein de lieux magnifiques ici, mais après c'est des conditions de vie, les conditions cadres et la qualité de vie est pas mauvaise parce que moi aussi je viens de Genève à la base et ça fait 17 ans que j'ai pas envie de rentrer. Sedat, tu voulais ajouter quelque chose? Par rapport aux différentes sociétés qui nous ont contactés pour ce projet, on n'a pas uniquement des sociétés crypto qui sont intéressées, il y a également des sociétés industrielles et horlogères. Et pas des petites sociétés. Donc, et aussi des sociétés qui sont dans d'autres domaines. Pas le Swatch Group. Non. C'est une petite boutade, désolé, je ne pouvais pas m'empêcher, puisqu'on est à la Chaux-de-Fonds. Du coup, pour moi, c'était intéressant parce que dans ces discussions qu'on a eues, je sondais de savoir, enfin, qu'est-ce qui les intéresse. Et en fait, clairement, il y a un intérêt, évidemment, d'avoir un espace de coworking pour leur équipe, etc. Avec le Covid, les entreprises ont changé leur modèle d'affaires où maintenant, c'est plutôt par satellite qui travaillent et par groupe et plus dans un énorme site, contrairement à peut-être Swatch qui a changé dernièrement de politique. Mais
beaucoup de sociétés se disent, ben voilà, on va faire travailler des équipes dans des spots, et certains qui sont dans des sujets qui s'approchent aux thématiques autour de la blockchain, du coup, sont intéressés en fait d'être sur site, d'être proche de cet écosystème et de pouvoir faire des liens. Donc c'est plutôt positif. Ouais, très intéressant. Mais en tout cas, vraiment, je suis sûre que je ne suis pas la seule à me réjouir de suivre ton projet. J'espère que tout se passera au mieux et puis que le 1er mai 2025, je viendrai boire une bière, une absinthe, ou que sais-je, ça c'est à voir. Juste un petit mot effectivement pour ceux qui ne sont pas de la région, Swatch Group, donc grand groupe horloger, ça vous le savez, mais avait des espaces de coworking et a ramené tout le monde, rappelé tout le monde à la maison il y a quelques mois. C'est pour ça que je me suis permis cette petite remarque. On arrive malheureusement, on a un peu débordé. Honte, je dément complètement la précision horlogère. Je te passe la parole pour les instructions techniques et merci beaucoup à nos panélistes pour cette discussion très intéressante. Merci à vous. Voilà, on va aller manger. Donc il y a le buffet, il y aura l'apéritif et hier vous pouviez visiter en train la ville de La Chaux-de-Fonds. La petite animation de ce midi, c'est qu'on a un producteur d'absinthe qui est là pour vous montrer comment la tradition neuchâteloise de l'absinthe, comment ça se boit. Voilà. Et puis on reprendra les conférences vers 14h, il me semble.